Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 octobre 2022 et aujourd'hui il y a pas mal de choses à dire, très économiques, très macro, très micro aussi un petit peu, mais surtout de la macro. Beaucoup de choses à analyser parce qu'on est en pleine réflexion, on se pose beaucoup de questions sur, devinez quoi, l'inflation, la récession, et alors il y a un nouveau truc dont on parle beaucoup, c'est le pivot. Le pivot de la Fed, ça c'est notre nouveau mot, ça nous occupe beaucoup en ce moment. On est en train d'essayer d'identifier à quel moment la Fed va pivoter. Alors c'est quoi pivoter pour la Fed? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, on en discute tout de suite, mais on parle aussi, bien sûr, de Monsieur Elon Musk, parce qu'une journée sans Elon Musk, ce ne serait pas une vraie journée. Et puis on parle aussi du pétrole qui fait pas super plaisir à Monsieur Biden. Alors tout d'abord, attaquons avec le sujet du pivot. Donc on est tous d'accord, on ne va pas commencer à refaire la finance encore une fois. Ce qu'il faut quand même retenir aujourd'hui, c'est que ce que nous cherchons, nous en tant qu'investisseurs, c'est à quel moment les taux vont arrêter de monter. Alors aujourd'hui, si on regarde le comportement du 10 ans américain, on peut commencer à se dire que globalement, les gens ont commencé à apprécier le fait que les taux américains vont tourner autour de 4,5% d'ici quelques semaines ou quelques mois en tous les cas. Donc ça, c'est plutôt une certitude, c'est acquis, on se pose plus trop de questions de ce côté-là. Ça, on sait, ça, on est d'accord. Maintenant, la deuxième chose qu'on veut savoir, c'est à quel moment, finalement, la Fed va passer du côté dovish. Là, on est au quiche, on sait, il faut freiner l'inflation, c'est le motto de Monsieur Powell. Et nous, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est à quel moment ils vont redevenir gentils. Parce que je vous rappelle quand même que depuis 15 ans, les banques centrales sont nos amis. Et là, depuis quelques temps, un peu moins parce que leur boulot, c'est de ralentir l'inflation et de voir après ce qu'il faudra faire avec la récession, si récession il y a, en tout cas aux États-Unis. Donc on est en pleine réflexion et donc aujourd'hui, on sait très bien que de toute façon, au mois de novembre, ils vont monter encore une fois les taux de 75 basis points au moins, dépendra des chiffres qu'on aura demain et des chiffres qu'on aura la semaine prochaine. Mais ensuite, on sait qu'en décembre, probablement, ils vont encore nous faire un petit truc, peut-être un 0,5. Et puis après, ils avaient déjà annoncé que l'année prochaine, ils nous feraient encore une hausse, mais qu'après, ça serait plus ou moins terminé. Mais nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est à quel moment ils vont stopper ce positionnement au quiche et devenir un petit peu plus dovish. Alors peut-être juste neutre, ça serait déjà pas mal. Mais donc nous, ce qu'on cherche, c'était cet instant très précis. Et quand on aura cette certitude qu'on a ce pivot, on pourra commencer à se dire, peut-être que là, il faut racheter. Racheter pour de vrai, parce que c'est vrai que vous me direz, il y a 2 jours en arrière, il fallait racheter. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est cette volatilité. Est-ce que ce rebond était juste un rebond parce que les shorts se sont couverts, parce que tout le monde était convaincu qu'on allait péter ce support à 3585, mais que finalement, tout est reparti dans l'autre sens. Donc tout le monde a couvert les shorts, on est reparti, on a fait 5% de rebond, puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les chiffres économiques. Oui, ça, on est devenu super balèze. Déjà, moi, à l'époque, j'étais juste un trader et aujourd'hui, je me retrouve à faire de la macro, à analyser les chiffres économiques et à interpréter ce que ça pourrait éventuellement dire en termes de taux d'intérêt et ce que ça pourrait éventuellement faire dans la tête de Monsieur Powell. Donc souvenez-vous, il y a 48 heures, on a eu les JOLTS qui montraient qu'on avait un petit peu moins d'offres d'emploi disponibles sur le marché. Donc ça veut dire qu'il y avait un signe de ralentissement, donc que la Fed potentiellement pourrait devenir moins agressive et rentrer dans une phase de pivot. Et hier, on a eu les chiffres de l'emploi ADP. Alors eux, ils étaient plus forts qu'attendus. Donc il faut faire la différence entre des offres d'emploi qui diminuent et des jobs qui augmentent. C'est un peu différent. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a moins d'offres d'emploi, mais par contre, la création de jobs continue. En tout cas, pour les chiffres de l'ADP. Donc, grosso modo, c'était meilleur que le mois passé, c'était plus fort que les attentes des analystes. Donc, forcément, du coup, on se dit, Fed, peut-être qu'ils vont quand même continuer à monter les taux. Et donc ça, forcément, on n'aime pas. Mais encore une fois, c'est une question d'interprétation. Et c'est une question d'interprétation à très court terme, et c'est ce qui a fait bouger le marché dans tous les sens. On l'a vu en Europe, l'Europe terminait relativement mal hier. Les États-Unis, finalement, faisaient l'essuie-glace un peu dans tous les sens pour terminer quasiment inchangé. Parce que tout ça n'est qu'une question d'interprétation, de comment est-ce qu'on va se positionner pour pouvoir interpréter un chiffre ou quelque chose d'autre par rapport à un futur comportement de la Fed. Et si on regarde aujourd'hui, avec le chiffre de hier, c'était un petit peu moins positif. Maintenant, évidemment, vous savez que cet après-midi, comme tous les jeudis, on va avoir les jobless claims. Donc, on va encore interpréter les jobless claims. Et puis, vendredi, donc demain, on aura droit aux non-farm payrolls. Donc, on attend 250 000 créations d'emplois. Et là, ce sera le juge de paix
pour la semaine en tout cas, parce qu'après, la semaine prochaine, on aura le CPI. Et là, on aura le vrai chiffre de l'inflation qui va nous montrer vraiment si vraiment toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui vont vraiment faire ralentir l'inflation, parce qu'à côté de ça, il y a quand même pas mal de choses qui vont pas si bien que ça et qui laissent supposer que c'est pas complètement gagné. La première qui va pas, c'est l'Europe. On a vu les chiffres économiques hier en Europe, au niveau du PMI, c'est une catastrophe, ils sont en contraction. L'Allemagne, ils sont déjà quasiment, techniquement, officiellement en récession, donc c'est franchement pas terrible. Et puis quand je vois le prix de l'essence en Allemagne, ils sont pas sortis de la récession encore en ce moment, enfin ils sont pas sortis de cette inflation galopante surtout, parce que quand vous voyez ce que ça coûte, c'est un gros problème. Bref, l'Europe est en difficulté, plus que les États-Unis pour l'instant. On espère encore que peut-être éventuellement les États-Unis ne rentreront pas en récession, mais ça reste vraiment du... Ça touche quand même au mec qui va à l'église mettre des cierges en espérant que le marché monte. Hein. Donc j'ai quand même l'impression que c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'Europe, ça va mal, ça va très mal. Les chiffres sont pas bons. L'inflation, elle est toujours très présente. On a toujours énormément de problèmes énergétiques. Je ne vais pas vous faire un dessin, même si j'ai pas mis de col roulé aujourd'hui. Tout ça pour dire que finalement, l'Europe va pas bien. Les États-Unis se posent des questions. On attend de voir des réponses au niveau des chiffres économiques. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que l'Europe ne va pas aller mieux demain et que la problématique des États-Unis qui attendent une baisse de l'inflation, c'est pas encore complètement gagné. C'est pas encore complètement gagné parce que pendant que l'Europe ne va pas bien, pendant que l'Europe est en train de caler, que les États-Unis s'attendent à faire de même, on a le pétrole qui remonte. Oui, parce que lui, on en a parlé beaucoup moins. Et alors, ça fait depuis le début de la semaine qu'on a des rumeurs comme quoi l'OPEP va couper la production pétrolière. C'est chose faite. Ils ont annoncé hier qu'ils vont réduire la production de 2 millions de barils par jour. C'est la moitié moins que ce qu'on attendait dans les rumeurs. Ce qui fait que quelque part, c'est pas tellement négatif, mais quand même ça pose un problème. Résultat des jeux, enfin résultat de l'histoire, finalement le baril est de nouveau à 88 $. Donc on est passé quasiment de sous les 80 jusqu'à 88. Donc de nouveau, inutile de vous faire un dessin. C'est inflationniste. Si le pétrole remonte, c'est inflationniste. Et c'est pas forcément un truc qui va arranger les bidons de la Fed et de M. Biden, parce que lui, il n'est pas content. Alors lui, il n'est pas content pour une raison différente, parce que si le pétrole remonte aujourd'hui, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le prix du gallon aux États-Unis va monter. Et si le prix du gallon monte, eh bien, les Américains ne sont pas contents. Et si les Américains ne sont pas contents, quand ils ne sont pas contents, ils ne votent pas démocrates et ils votent républicains. Mais comme aujourd'hui, on approche des élections de mi-mandat, eh bien, Biden, il préférait quand même que les Américains soient gentils avec lui. Donc, du coup, sa préoccupation principale maintenant, c'est de faire à tout prix baisser pas forcément le prix du baril de combien nous on le paye en Europe, mais surtout qu'aux États-Unis, le prix du gallon doit baisser, le prix du gallon à la pompe doit absolument baisser pour que les Américains soient gentils avec leur bulletin de vote. Donc du coup, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement peut-être, la Maison-Blanche serait en train de mettre un projet en place pour interdire les exportations de pétrole. Ce qui reviendrait à dire que tout ce qui sera produit aux États-Unis ne pourra plus passer les frontières le temps qu'on arrive à garder le gallon en bas, que M. Biden remporte les élections de mi-mandat, et ensuite on pourra ouvrir les frontières. Donc ça commence à venir de la manip pour essayer de maintenir un produit, quel qu'il soit. Là, on parle du pétrole, mais quand vous commencez à manipuler pour des raisons politiques et infrastructures, on va dire d'infrastructures, pour essayer de maintenir un prix d'une matière première ou même d'un titre ou d'un indice, ça devient de la manipulation. Et généralement, quand on commence à manipuler ce genre de bestioles, c'est jamais des trucs très très bien qui en sortent. Faut pas oublier que quelque part, c'est un petit peu comme si vous allez réveiller un dragon au fond d'une grotte en essayant de jouer à ce jeu-là, et c'est pas forcément une bonne idée. Néanmoins, c'est quelque chose qui est en train apparemment de se produire dans les arcanes du pouvoir aux États-Unis, et on a l'impression que M. Biden va le mettre en place pour absolument gagner ces élections. Bon, l'avantage, c'est que normalement, il s'en souviendra plus le lendemain qu'il a gagné les élections, mais peu importe. En tous les cas, c'est ce qui est en train de se passer actuellement au niveau du baril. Donc voilà, si on résume, on s'occupe du pivot de la Fed. Qu'en viendra-t-il? Ça, on n'en sait rien, mais on essaye de trouver des indices dans le marché. C'est le grand jeu de piste du moment. On a le pétrole qui repart à la hausse, qui est à 88 $ et qui peut potentiellement être un problème inflationniste aussi ces prochains temps. Et puis alors, comme on s'ennuie parfois dans les marchés boursiers, on a forcément
Monsieur Elon Musk. Alors bon, là, il n'a pas fait de tweet spécifique, il ne s'est pas fâché avec les Ukrainiens, il ne s'est pas fâché avec les Russes, il ne s'est pas fâché avec n'importe quel groupe LGBTQ++, peu importe. Simplement, Monsieur Elon Musk continue à faire parler de lui dans le rachat de Twitter. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Il y a un autre problème qui est en train de se présenter aujourd'hui, c'est la démultiplication d'Elon Musk finalement, parce qu'à l'époque on avait inventé la démultiplication des pains, mais lui il est en train d'inventer finalement la démultiplication des CEO. Ah oui, parce qu'il va devoir gérer SpaceX, Tesla et Twitter en même temps. Non seulement ça va lui coûter une blinde en ce moment, d'ailleurs il y a un autre problème qui est aussi en train de revenir en surface, c'est que toutes les banques ont accepté le financement du rachat de Twitter, et bien ils vont devoir émettre de la dette pour le rachat de Twitter, sauf qu'entre deux, les conditions d'emprunt ont vachement changé, et qu'aujourd'hui les gens, les dettes à risque, ils sont pas trop fans. Donc du coup les banques vont se retrouver avec la dette sur les bras, et c'est eux qui vont devoir trouver des solutions pour pouvoir financer le rachat, le caprice de Monsieur Elon Musk. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose qui vient derrière, c'est donc la démultiplication des jobs de CEO. Et Monsieur Musk, qu'est-ce qu'il va devoir faire aujourd'hui? C'est gérer tout ça en même temps. Et pas mal de gens sont en train de se poser des questions. Comment est-ce qu'il va pouvoir gérer la problématique de SpaceX, qui est juste une start-up quelque part, la problématique de Twitter qui demande énormément de boulot pour la restructuration, et la problématique de Tesla qui est dans une phase où on l'a vu lors de la dernière publication des chiffres, qui est dans un gros problème au niveau logistique, puisqu'aujourd'hui en théorie ils ont les capacités de produire, mais pas forcément de pouvoir livrer comme ils le voudraient. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à gérer et on peut se demander comment ça va se passer. Sans compter qu'en plus, eh bien, Monsieur Elon Musk va devoir trouver un moyen de vendre ses propres titres pour pouvoir financer son rachat de Twitter. Donc inutile de vous préciser que quand vous avez un mec qui vend ses actions et en plus qu'on met en doute ses capacités de management dans l'immédiat, eh bien forcément c'est pas super positif pour le titre. Et là-dessus vous avez un monsieur qui s'appelle Dan Ives, qui est un des méga boules sur Tesla depuis bien longtemps, qui est en train de se dire que ça risque de mettre la pression quand même à moyen terme sur Tesla, qui est déjà en sacré mauvais état d'un point de vue purement technique. Donc beaucoup de choses qui vont devoir encore être réglées dans cette histoire-là et qui va continuer probablement à nous occuper pas mal ces prochains temps. Et puis alors, pour terminer cette vidéo qui est déjà en train d'être déjà beaucoup trop longue à mon avis, eh bien on notera aussi qu'en ce milieu de semaine, de première semaine d'octobre, on a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions. Avec le rebond qu'on vient de vivre depuis 2 jours, vous avez tous les avis qui sont dans la nature en ce moment et tout le monde qui vient donner son avis sur ce qui est en train de se passer. Et là, franchement, il y a une espèce de résurgence de gourous dans tous les sens qui viennent nous expliquer comment ça va se passer. Alors, ce qui est assez drôle à voir, c'est que là, ce matin, je disais simplement, vous allez sur le site marketwatch.com et vous regardez, je pense qu'il y a au moins 7 ou 8 articles différents de gens qui viennent donner leur avis, de gourous qui viennent dire ce qui va se passer dorénavant. Alors vous avez tout, hein. Vous avez ceux qui pensent qu'on va retourner encore une fois au plus bas, faire un bottom parce que l'économie est toujours dans la merde, entre guillemets, que c'est pas fini, qu'on va avoir une récession, que ça va être très compliqué. Et vous avez l'autre catégorie qui vient nous dire que c'est bon, le rebond, c'est parti, et là c'est bull market forever de nouveau. Vous avez vraiment ces deux avis tranchés, redistribués sur plusieurs personnes. Et puis ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, quand vous observez tout ça, que vous analysez tout ça, vous vous rendez compte que vous avez, on va dire, 7 ou 8 avis différents, on va dire 4 positifs et 4 négatifs, mais les 4 positifs sont pas positifs pour les mêmes raisons et les 4 négatifs sont pas négatifs pour les mêmes raisons. Donc en gros, on est en train de nager dans une espèce de pataugeoire pour essayer de trouver la solution finale que de toute façon on ne trouvera pas, puisque de toute façon la finance n'est pas une science exacte. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il n'y a plus qu'à attendre les jobless claims de cet après-midi, surtout les chiffres de l'emploi de demain après-midi. Ça devrait donc être relativement une petite journée aujourd'hui, même si les futurs sont orientés positif ce matin, mais demain ça va être la grosse journée de l'attente, puisqu'à 14h30 eh bien, on aura les chiffres de l'emploi et là ça devrait tout changer. Ça devrait tout changer jusqu'au CPI de la semaine prochaine. Bref, on est vraiment noyé dans la macro à fond de chez à fond. Alors franchement, pour l'instant, il faut surtout observer, réfléchir, et puis peut-être des fois simplement faire des choix d'investissement sur le long terme, sans trop se poser des questions à très court terme, parce que le défaut du marché aujourd'hui, c'est qu'on change d'avis comme de chemise à peu près
tous les 24 heures. Voilà ce que je pouvais vous raconter ce matin. C'est un petit peu la réflexion du jour. Hein. C'est pas non plus le rapport de marché très précis, mais c'est plutôt ma réflexion sur ce qui est en train de se passer. Mais c'est toujours très intéressant d'observer ce qui se passe dans les marchés quand on est dans ces phases de transition entre fin d'un bear market, début d'un bull market. Oui, mais quand va-t-il commencer le nouveau bull market pour de vrai? La réponse, ces prochains temps. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. On frise les 24 000 abonnés sur la chaîne Swissquote en français. Merci à vous, hein, surtout d'être là tous les matins. Et puis, encore un petit effort et puis je vais pouvoir changer de coupe de cheveux. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve demain depuis un autre endroit encore. Mais je vous promets, je suis bientôt de retour dans mon studio. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.